Le premier dossier, c'est le cas d'une femme de 55 ans, sans antécédent particulier, qui se présente aux urgences pour une fièvre apparue le matin, qui a commencé par un grand frisson et qui s'accompagne d'une toux. Ces symptômes ont débuté brutalement et à l'examen clinique, vous retrouvez des crépitants en basse gauche qui traduisent un syndrome de condensation alvéolaire. La première question était quel est votre diagnostic clinique et quels éléments allez-vous rechercher afin de décider de l'hospitalisation de la patiente. Cette patiente présente un tableau de pneumopathie franche-lobaire aiguë qui traduit une infection pulmonaire à pneumocoque. Et donc la réponse que vous deviez donner doit préciser bien pneumonie aiguë communautaire, puisque cette patiente n'était pas hospitalisée, du lobe inférieur gauche, vraisemblablement un pneumocoque, puisque ce tableau de pneumonie franche-lobaire aiguë est généralement associé au pneumocoque. Les critères qui imposent une hospitalisation ont été définis dans des études prospectives qui ont permis d'identifier les patients à risque de faire des complications graves de cette pneumopathie, à savoir des critères de mauvaise tolérance respiratoire ou hémodynamique, ou un terrain altéré comme la présence d'un cancer sous-jacent ou des doutes sur la compliance au traitement antibiotique, en particulier un contexte social défavorisé ou un isolement de la patiente. Vous décidez donc de ne pas l'hospitaliser puisqu'elle n'a aucun de ces critères. La question 2, quels examens complémentaires demandez-vous et pourquoi ? Donc là encore, la pneumonie franche-lobaire aiguë étant une situation clinique fréquente, il a été recommandé de réaliser certains examens mais de ne pas en réaliser certains autres. Dans les recommandations de la Société française d'infectiologie, il est recommandé d'effectuer une radiographie thoracique afin de confirmer le diagnostic, d'effectuer une numération et le dosage de la CRP afin de mettre en évidence le syndrome inflammatoire d'une part et éventuellement de rechercher des facteurs d'immunodépression d'autre part, comme c'est le cas dans ce dossier. Par contre, il n'a pas été recommandé de réaliser d'examens à visée bactériologique comme un ECBC, puisque le rendement de cet examen est mauvais et que de toute façon, que cet examen soit positif ou négatif, vous devrez couvrir dans votre antibiothérapie le germe principalement impliqué dans ces pathologies qui est le pneumocoque. La question numéro 3 porte sur le traitement de cette pneumonie franche-lobaire aiguë. Là, c'est une question à laquelle vous devez répondre sans hésitation pour le CN et dans votre pratique future. Le traitement des pneumonies franche-lobaire aiguë en France repose sur l'amoxicilline à la dose de 1 g 3 fois par jour. La question des pneumocoques à sensibilité diminuée à la pénicilline ne se pose pas dans les pneumopathies puisque les concentrations d'amoxicilline dans le parenchyme pulmonaire sont toujours nettement supérieures au seuil de sensibilité du pneumocoque. Et dans le traitement, il est fondamental que vous prévoyiez de réévaluer cliniquement votre patient après 48 heures de traitement. Après 48 heures de traitement, la fièvre doit avoir disparu, sans quoi il faut rechercher une complication de la pneumopathie ou changer d'antibiothérapie pour couvrir des germes atypiques. Votre patiente, grâce à vos bons traitements, s'améliore rapidement et vous lui demandez quand même de contrôler sa numération puisque la première numération met en évidence une hyperleucocytose à 60 000 composée majoritairement de lymphocytes puisqu'il y avait 45 000 lymphocytes et 15 000 polynucléaires neutrophiles. On s'explique assez bien l'hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles en raison de l'épisode infectieux. Par contre, cet épisode n'explique pas l'hyperlymphocytose et vous demandez donc un contrôle de la numération. Et cette numération de contrôle est sensiblement la même avec toujours 50 000 leucocytes, dont 91% de lymphocytes, pas d'anémie, l'hémoglobine est à 14 grammes par décilitre et pas de thrombopénie puisque les plaquettes sont à 220 000 par millimètre cube. Le frottis sanguin que vous voyez ici sur l'iconographie mais que je vous détaillerai tout à l'heure montre un excès de lymphocytes B matures sans blast et je vous demandais quel diagnostic peut-on évoquer, quel bilan vous demandez et comment compléterez-vous votre examen clinique. Ce frottis sanguin et l'hyperlymphocytose composée de lymphocytes B matures sont très évocateurs du diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, diagnostic que vous devrez confirmer par l'immunophénotypage des lymphocytes circulants
Cet immunophénotypage vous permettra de calculer le score de Matutes qui porte le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique si ce score est supérieur à 4 ou 5, est égal à 4 ou 5. Le score de Matutes repose sur l'identification de clusters de différenciation exprimés à la surface des lymphocytes tumoraux, en particulier les lymphocytes B de la LLC expriment le CD20 puisque ce sont des lymphocytes B et expriment le CD5 qui est d'habitude un marqueur des lymphocytes T mais qui est exprimé de façon aberrante dans la leucémie lymphoïde chronique et également dans le lymphome du manteau. Les autres marqueurs du score de Matutes permettent de confirmer le diagnostic, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous les reteniez de façon parfaite pour l'examen de l'ECN. Le bilan que vous devez demander une fois que ce diagnostic de leucémie lymphoïde chronique est porté, c'est un bilan d'hémolyse, puisque les leucémies lymphoïdes chroniques se compliquent fréquemment d'hémolyse. Vous devez rechercher des stigmates d'hémolyse, augmentation de la bilirubine libre, diminution de l'aptoglobine, augmentation des LDH, dosage des réticulocytes. Et vous devez également demander un test de Coombs direct à la recherche d'un auto-anticorps anti-hématie fixé sur la membrane des globules rouges. Enfin, la Société française d'hématologie recommande la réalisation d'un bilan d'imagerie, soit une radiographie thoracique et une échographie abdominale, soit d'emblée un scanner thoraco-abdominopelvien, qui vous permettra d'apprécier la présence d'adénopathie profonde non palpable à l'examen clinique. Bien que cet examen n'ait pas de valeur pour classer la leucémie lymphoïde chronique dans la classification de Binet, il sert de référentiel lors de l'évolution et du suivi du patient. Imaginons que votre patient s'altère et que vous suspectez un syndrome de Richter au cours du suivi. Il sera précieux d'avoir un scanner initial pour vérifier si des adénopathies étaient déjà présentes au diagnostic ou non. Après combien de temps peut-on considérer l'hyperlymphocytose comme chronique ? Une hyperlymphocytose est considérée comme chronique si elle persiste pendant plus de 3 mois. Cependant, de découvrir sur 2 numérations successives à au moins 15 jours d'intervalle une hyperlymphocytose, c'est extrêmement suspect d'être le signe d'une hémopathie, surtout si cette hyperlymphocytose est marquée comme c'est le cas dans ce dossier. Oui, et quelles sont les autres causes d'hyperlymphocytose ? Les hyperlymphocytoses importantes, comme c'est le cas dans ce dossier, à plus de 10 000, sont toujours quasiment liées à une hémopathie lymphoïde sous-jacente, la plus fréquente étant la leucémie lymphoïde chronique, mais certains lymphomes, comme le lymphome folliculaire ou le lymphome du manteau, peuvent avoir une phase leucémique et être responsables également d'une hyperlymphocytose. Et dans les causes d'hyperlymphocytose non liées à une hémopathie, il y a en particulier la coqueluche chez l'enfant, ou le syndrome mononucléosique lors des primo-infections à EBV, CMV, VIH ou toxoplasmose. Oui, et qu'est-ce que les ombres de Gromprecht ? Alors les ombres de Gromprecht, je vais vous les montrer sur ce frottis sanguin. Vous voyez sur ce frottis une cellule dont la morphologie est complètement altérée puisque elle n'est composée que d'un noyau nu et le cytoplasme de la cellule a été écrasé par la... J'ai perdu mon pointeur, voilà. A été écrasé lors de l'étalement du frottis sanguin. C'est ce qu'on appelle les ombres de Gromprecht et c'est évocateur, même si non spécifique, du diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. Sur ce frottis, vous voyez également la présence de petits lymphocytes B matures normaux, comme on en verrait sur un frottis sanguin normal, mais sauf que là, ils sont en très grand nombre. Et vous voyez en haut la présence d'un polynucléaire neutrophile dont la présence dans le sang est tout à fait normale. Oui, et quels sont les marqueurs de lignée B ? Les marqueurs de la lignée B les plus usités sont le CD19 et le CD20. Dans la LLC, on raffine un petit peu en regardant l'expression à la membrane de l'immunoglobuline de surface et éventuellement on peut prouver également que ces lymphocytes sont monotypiques kappa ou lambda en recherchant l'expression des chaînes légères kappa et lambda. Ne faut-il pas faire un myélogramme ou une biopsie ostéomédulaire pour voir l'infiltration lymphocytaire dans la moelle ? Alors, réaliser un myélogramme dans la leucémie lymphoïde chronique ou une biopsie ostéomédulaire est inutile. En effet, l'examen sera toujours positif puisque les cellules étant présentes dans le sang, on les retrouve également dans la moelle
Et le fait de les voir dans la moelle n'a pas de valeur pronostique et ne permet pas d'affiner le diagnostic. Donc c'est un examen qui est douloureux et qui n'apporte aucun renseignement diagnostique, donc qui est inutile. À l'examen clinique de cette patiente, vous retrouvez une adénopathie cervicale gauche, une adénopathie axillaire gauche. Quel est le stade de la maladie? Et puis la patiente vous demande quelle est son espérance de vie du fait de ce diagnostic. Et je vous demandais un peu quelle réponse vous alliez lui faire. Donc sur la classification pronostique de Binet, cette patiente est classée stade A, puisqu'elle a 2 aires ganglionnaires envahies, qu'elle n'a pas de thrombopénie et pas d'anémie. Pour répondre à sa question sur son espérance de vie, il faut d'une part lui répondre puisqu'elle pose la question, donc il faut lui répondre avec honnêteté. Il faut aussi être circonspect puisque les données statistiques qu'on a sur le suivi de cohortes de malades ne correspondent jamais précisément au cas du patient que vous avez devant vous et il faut réussir à faire comprendre ça à la patiente. Donc je vous ai mis la réponse que je proposais. D'expliquer à la patiente que la survie médiane est une donnée statistique, qu'elle reflète uniquement une réalité pour une population de patients, mais pas pour un patient donné au sein de cette population. Que dans son cas, la maladie étant de stade A dans la classification de Binet, elle est plutôt de bon pronostic, avec une survie médiane estimée à environ 10 à 12 ans, est quasiment comparable à celle de la population générale puisque la leucémie lymphoïde chronique survient en général chez des patients âgés d'au moins 60 ans. Pouvez-vous rappeler la classification de Binet? Alors la classification de Binet est une classification qui a été développée dans les années 80-90 par Monsieur Binet, qui est hématologue à la Pitié-Salpêtrière, qui est extrêmement simple puisqu'elle repose uniquement sur les données de l'hémogramme et de l'examen clinique et sur le nombre d'aires ganglionnaires envahies. Donc Binet a défini 5 aires ganglionnaires, d'une part tête et cou, d'autre part axillaire, la rate, le foie et inguinal. Sachant que si vous avez des adénopathies axillaires bilatérales, ça ne compte que comme une aire ganglionnaire envahie et pas 2, même si elles sont bilatérales. Et si le patient a 0 à 2 aires ganglionnaires envahies sans anémie ni thrombopénie, il est dans le stade A. S'il a 3 aires ganglionnaires envahies ou plus et qu'il n'a pas d'anémie et de thrombopénie, il est classé stade B. Et s'il a une anémie inférieure à 10 grammes par décilitre ou une thrombopénie inférieure à 100 000, quel que soit le mécanisme de ces cytopénies et quel que soit le nombre d'aires ganglionnaires envahies, la classification de Binet est un stade C pour ce patient. La 6e question, 3 ans plus tard, vous la suivez tranquillement en consultation et un beau jour, elle arrive dans votre salle de consultation, dans votre salle d'attente, avec une dyspnée d'installation rapide. Elle est apyrétique, ce n'est pas une récidive de la pneumopathie. Ces constantes sont correctes en dehors d'une tachycardie à 110 par minute. Ces conjonctifs sont légèrement jaunes. La numération retrouve une anémie à 8,5 g par décilitre, sans thrombopénie, avec toujours une hyperleucocytose composée probablement de lymphocytes. Quelles sont vos 2 principales hypothèses diagnostiques et quel bilan demandez-vous? Donc, la survenue d'une anémie d'installation brutale chez une patiente suivie pour une LLC et l'ictère révélé par la couleur jaune des conjonctives doit vous faire suspecter une érythroblastopénie auto-immune ou une anémie hémolytique auto-immune, qui sont les 2 pathologies responsables d'une anémie avec hémolyse et donc avec ictère chez les patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique. Le bilan que vous allez demander pour vous orienter, c'est d'une part le compte des réticulocytes, puisque dans l'érythroblastopénie auto-immune, ce compte sera bas, alors que dans l'anémie hémolytique auto-immune, le dosage des réticulocytes sera élevé à condition que la moelle de la patiente ne soit pas trop envahie par la leucémie lymphoïde chronique et qu'elle soit encore capable d'augmenter la production de réticulocytes et d'hématies en réponse à l'anémie hémolytique auto-immune. Et puis vous allez confirmer l'hémolyse en dosant la bilirubine libre, les LDH, l'aptoglobine, rechercher une anémie hémolytique auto-immune en faisant un test de Coombs direct. Et si les réticulocytes sont bas, vous devrez prouver l'érythroblastopénie auto-immune en réalisant un myélogramme qui montrera une disparition de la population érythroblastique au sein de la moelle. Vous traitez la patiente par des corticoïdes et son état s'améliore rapidement.
2 ans plus tard, elle présente une fatigue et des sueurs nocturnes qui évoluent de façon rapidement progressive sur quelques semaines à quelques mois. Quand vous la revoyez, vous notez qu'elle a une anémie à 8 grammes par décilitre avec un VGM à 65 femtolitres, toujours cette hyperlymphocytose, et un chiffre de plaquettes à 450 000 par millimètre cube. Elle vous décrit également des épisodes de méléna avec des selles noirâtres et collantes. Quels examens indispensables allez-vous demander? Donc la numération nous montre que le mécanisme de l'anémie de cette patiente est tout à fait différent de celui de la question précédente, puisque on note une microcytose importante qui, associée à un méléna, fait évoquer en première intention une anémie par carence martiale. On va donc chercher à confirmer cette carence martiale en dosant la ferritine et la CRP. Si la ferritine est basse avec une CRP, quelle que soit la valeur de la CRP, la carence martiale est confirmée. Si la ferritine est normale avec une CRP augmentée, on pourra quand même penser à une carence martiale masquée par un syndrome inflammatoire. Et puis, il faudra rechercher les causes du méléna en réalisant une fibroscopie œsogastro-duodénale et éventuellement une coloscopie à la recherche d'une lésion responsable d'un saignement digestif chronique. Les sueurs nocturnes décrites par la patiente et l'altération de l'état général font évoquer une complication de la leucémie lymphoïde chronique à type de syndrome de Richter, c'est-à-dire la transformation en lymphome de haut grade de la leucémie lymphoïde chronique. On imagine mal que la patiente puisse avoir un ulcère responsable de l'anémie fériprive et que cet ulcère soit responsable de sueurs nocturnes ou d'une altération de l'état général. La gastroscopie retrouve finalement une lésion ulcéro-bourgeonnante antrale et la biopsie de cette lésion montre une plage de lymphocytes de grande taille qui expriment donc le CD20 et qui ont un haut rapport nucléocytoplasmique. Quel est votre diagnostic? Donc là, on a déjà évoqué ce diagnostic à la question précédente. La présence de grandes cellules lymphoïdes n'est pas compatible avec le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, mais traduit la transformation de cette hémopathie indolente en lymphome de haut grade, de type lymphome B diffus à grandes cellules, ce qui réalise le syndrome de Richter et ce qui représente un facteur pronostic très défavorable puisque ce sont des hémopathies qui sont difficiles à traiter et qui récidivent malheureusement rapidement après les traitements. Oui, quel est ou quels sont le ou les mécanismes d'immunosuppression dans la LLC? C'est une bonne question puisque on a vu à la première question que cette patiente se présentait avec une pneumopathie à pneumocoque. Et effectivement, les patients qui ont une LLC ont une immunodépression humorale, c'est-à-dire la production des anticorps normaux est altérée par la prolifération lymphoïde tumorale. Et donc, ces patients ont des difficultés pour se défendre contre les bactéries à germes encapsulés, puisque la production d'anticorps est la première réponse par opsonisation contre ces germes-là. Donc il y a déjà un déficit de l'immunité humorale. Et puis dans les phases plus avancées, quand les patients reçoivent des traitements, il peut y avoir des neutropénies par insuffisance médulaire ou secondaires au traitement de chimiothérapie qui sont responsables d'une immunodépression qui porte sur les neutrophiles et qui sont responsables d'infections bactériennes classiques chez le neutropénique comme bacille gram négatif ou coq gram plus.